OK. Donc, hier, on a pu voir quand même les plans d'urgence, quelques plans d'urgence et tout, comment est-ce qu'il faut les déterminer, comment est-ce qu'il faut déterminer les urgences prévisibles et tout, comment est-ce qu'il faut définir sa capacité de premier secours et tout le reste. Donc, tout ceci, on a vu. Donc, aujourd'hui, on va déjà corriger l'exercice et puis ensuite, on va voir de façon, avec quelques échanges, on va voir de façon pratique comment est-ce qu'il faut définir la manière, enfin, il faut définir ou bien comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour savoir quel type ou quel autre type de plan qu'il faut mettre en place. Et enfin, on va voir enfin, je dis un cas pratique, notamment de plan d'urgence, notamment interne, PUI. Et peut-être demain, on verra rapidement aussi un plan d'opération interne. Comment est-ce que c'est disposé et tout. Ouh là là, ça crache. Bon, ben, je ne sais pas trop hein, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça. Ouh là là, je ne sais pas trop. Ça crache, ça crache, ça crache. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou aussi. Voilà, ouais, je ne sais pas trop. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi ça crache. Je vais quand même mettre quelque chose. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, si vous m'entendez, mettez-lui ça va. C'est tout. Et puis on avance. Ok, donc vous pouvez ouvrir vos micros, hein, on va voir. Ah, ça va moins. D'accord. Ah, mais je ne sais pas pourquoi ça va pas. Oui, mais une nette amélioration. Mais je ne sais pas bien. Je ne sais pas. Je crois qu'il est 12h00. Oui, c'est ça. Bon, écoute, je ne sais pas trop. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème ça. Interférence. Ok. Donc, on a mis un exercice de compréhension ou bien des quiz de compréhension. Le premier quiz, c'était quel est l'objectif principal d'un plan d'urgence? Quel est l'objectif principal d'un plan d'urgence? Donc, qui peut nous aider très rapidement? Si vous voulez que ça soit beaucoup plus intéressant et me permet d'aller au-delà de ce contexte-là, il va falloir que vous interagissiez de manière à ce qu'on peut aller plus, on peut aller au-delà et tout ça. Donc, sinon, bon, ben, on va rester simplement dans le cadre et puis bon, ben, c'est fini. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de ressources, mais peut-être que ce sont les questions éventuellement qui vont me permettre d'aborder, je ne sais pas trop. Mais aussi, il faut interagir. Ça va permettre justement d'améliorer notre échange, notre formation. Et donc, on dit quel est l'objectif principal d'un plan d'urgence qui peut nous aider très rapidement. Ça me permet donc de faire une petite revue de ce qu'on a vu hier. Ok, bon ben écoutez, personne ne parle, je vais reprendre alors. Tac, tac. Monsieur Yo, Monsieur Yo, Élie, quel est l'objectif principal selon vous d'un plan d'action? Enfin, d'un plan d'urgence. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. D'accord.
Donc, B. Très bien. B. Quelqu'un a répondu B. C'est super. Effectivement, l'objectif principal d'un plan d'urgence, c'est de préparer. C'est de préparer une réaction rapide et efficace à une crise éventuelle. Il y a des personnes qui ont répondu que au point A, qui réagit aux situations d'urgence de manière improvisée. Non, je pense qu'ils n'ont pas, ces personnes-là n'ont pas bien vu. Donc, c'est effectivement le point B. Donc, comment un plan d'urgence peut-il contribuer à la sauvegarde des vies, selon vous? Vous pouvez aussi écrire dans la partie en chat, il n'y a pas de souci. On peut voir. Ah, bon ben super. Yao, mais super. Donc, en prévoyant des formations spécifiques, parce que plus on forme notre personnel, plus le personnel a, je veux dire, a les aptitudes nécessaires justement de pouvoir sauver la vie. Donc, c'est le point A. Et ces formations-là vont être de plusieurs ordres. Donc, la formation déjà aux secouristes, la formation à la gestion des incendies, et aussi, ça peut être la formation aussi donc, de l'ensemble du personnel sur le plan d'urgence qui est retenu. Donc, autre question. On dit le plan d'urgence interne gère principalement quel type d'incident? Qui peut nous aider très rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'attends vos réponses. B. Très bien. Donc, en général, les plans d'urgence vont gérer les incendies, les explosions, les fuites, les gaz éventuellement, et d'autres types d'incidents. Ensuite, les plans d'urgence également peuvent gérer d'autres formes, hein, d'autres formes. C'est-à-dire que ça va dépendre de son ampleur, mais ça peut aussi gérer des attaques terroristes si jamais vous êtes exposé à ça. Mais quand ça atteint un certain niveau d'ampleur, bon ben, c'est le plan Vigipirate. Mais sinon, le plan interne peut gérer un certain nombre de choses, dont on verra bien. On dit, quel plan est spécifique aux installations CVSO? C'est très bien. Donc, on a le plan d'opération interne qui est spécifique aux installations CVSO. Et qui peut nous parler un peu de CVSO? Quelqu'un peut nous en parler un peu juste? Il faut dire que principalement les installations CVSO, c'est en Union européenne que c'est beaucoup plus appliqué. En général, les équivalents chez nous vont être tout ce qui est dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. Et ces vaisseaux, c'est par rapport, comme je disais hier, c'est par rapport à un événement qui s'est produit en Italie, donc dans une commune qu'on appelle ces vaisseaux, justement. Oui, Codé, vas-y. Oui, monsieur Codé, allez-y. Voilà. Oui, ça peut aller, vas-y.
OK, très bien. Il faut dire que la plupart des dispositions réglementaires, la plupart, sinon presque toujours, la plupart sont mises en œuvre lorsqu'il y a un problème. Lorsque, par exemple, il y a des dégâts importants qui sont survenus dans le cadre d'une activité X ou Y, en général, ça va faire l'objet justement des dispositions plus particulières, notamment, il y a un souci de micro, ok. Donc plus particulièrement par rapport aux installations de ces vaisseaux. Donc c'est à la suite donc, de cet incident-là que ils se sont mis ensemble pour dire, bon, ok, telle installation seront classées. Donc vous avez les classifications de niveau 1 jusqu'à niveau 3. Et ça va concerner essentiellement les entreprises qui évoluent dans le domaine donc, du pétrole, du gaz, des produits chimiques et autres. Et voilà. On dit le plan de continuité d'activité, c'est quoi? Et on dit, pour objectif de faire quoi? C'est quoi l'objectif donc du plan du PCA? C'est très bien donc de reprendre très rapidement les activités après une crise. Oui. Donc en général, même quand on a un plan d'opération interne ou un PUI, peu importe, alors on va accompagner ce plan également donc d'un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire que c'est vrai, en général, le suite à un événement, qu'il soit un incendie, une explosion ou en tout cas une urgence, en général, les gens ne sont plus concentrés. Les gens ne sont plus concentrés et il faut déjà préalablement définir un plan de continuité d'activité afin de pouvoir reprendre le travail aussi rapidement possible. Et même l'aspect de soutien psychologique va rentrer donc dans ce cadre-là. D'accord? Donc, un plan de continuité d'activité. Ensuite, on dit quelles sont les urgences prévisibles identifiées dans le... Quelqu'un peut nous aider? B, très bien. Donc, on a les incendies, inondations, émissions de gaz toxiques, éventuellement. Donc, on a aussi des accidents avec plusieurs victimes et tout ça. Donc, très bien. OK, donc ça, c'était l'exercice qu'on a vu hier. Maintenant, il y a aussi d'autres questions à vous poser avant qu'on continue. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle ICPE? ICPE, c'est quoi? Oui, on connaît ICPE. D'accord. Il se la main, il dit il a le micro. Quelqu'un peut nous aider? Parce que, Est-ce que vous m'entendez? oui, là, on t'entend. Vas-y. D'accord. Je disais que c'était une installation classée pour la protection de l'environnement. Les ICPE sont Très des bien. installations classées pour la protection de l'environnement. OK, très bien. Donc, les ICPE, ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Très bien. Il faut dire qu'il y a il y a des réglementations relatives, d'accord, aux ICPE. Et on va en identifier deux types donc, de ICPE. Donc, il y a les ICPE qui sont soumises à autorisation et il y a les ICPE qui sont soumises à déclaration. En général, les ICPE qui sont soumises à autorisation sont des ICPE qui génèrent beaucoup plus de... dont le danger il est important. Donc, ce sont des entreprises, par exemple, qui stockent des produits pétroliers, qui stockent des produits chimiques dangereux et qui sont notamment donc, dans le domaine
on va dire, de raffinerie et j'en passe. Mais il y a une classification. Donc, des installations, des installations classées ou nomenclature, donc des installations classées que vous pouvez trouver donc, de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, ça permet à vous déjà de voir la classification, parce qu'il y a la classification par substance que vous manipulez, la classification par type d'activité et la classification aussi par même quantité de produits que vous stockez ou tout ça. Donc ça, avec l'ICPE, vous pouvez voir aussi la catégorie de l'installation dans laquelle vous évoluez. Donc ça, c'est... Quand on dit, par exemple, que vous êtes soumis, ou que votre installation est soumise à une autorisation, par exemple, ça veut dire qu'il y a un arrêté ministériel qu'on va vous délivrer. Et dans cet arrêté-là, il y a un certain nombre de documents, d'élaboration de documents qu'on va vous exiger. Et ça peut passer justement par un PPI, par exemple, en fonction donc, de l'importance de votre un plan particulier d'intervention, en fonction de l'importance de votre risque, parce qu'il y a un certain nombre de documents qu'on va vous demander, notamment l'étude d'impact environnemental, notamment l'étude d'impact environnemental va déjà prendre en compte, comment on dit, tout ce qui est quantité de produits qui est stocké dans votre entreprise, notamment. Donc, tout ça va leur permettre justement d'identifier la classification qui est la bonne par rapport à vos activités. Et il y aura donc des exigences, notamment au niveau des documents qui sont exigés. Et donc, une fois que vous êtes soit à autorisation ou à déclaration, même à déclaration également, il y a un certain nombre de documents qu'on va vous exiger, mais seulement ça ne sera pas donc, des POI et consorts. On va aussi demander un certain nombre de plans. Ça peut être des plans d'urgence, donc ou des plans de version sanitaire, des trucs comme ça. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va vous demander, mais c'est à l'appréciation justement du ministère de tutelle. Donc, ça, c'est un. Donc, à travers le type d'installation que vous avez, vous pouvez savoir quels sont notamment des documents qui sont exigés et que vous devez établir. Je vous dis encore qu'en général, quand on est soumis à autorisation, les plans comme les plans internes et j'en passe ne vont pas être établis par forcément quelqu'un dans l'entreprise. Vous allez accompagner à la réalisation de ce plan, mais le plan il est beaucoup plus complexe. Mais vous, en tant que spécialiste, vous avez l'obligation de comprendre comment ça marche. Parce que vous serez acteur de la mise en œuvre de ce plan. Maintenant, il peut arriver que, je prends par exemple dans le cas d'un projet simple, il peut arriver qu'il y a le contrat. Le contrat également en fonction potentiellement des risques que le projet peut générer ou des impacts que le projet peut avoir donc sur l'environnement, sur la population et éventuellement et même sur les travailleurs. Ils vont vous exiger également un certain nombre de documents. Et dans ce document-là, il peut arriver qu'on vous demande par exemple un plan d'urgence interne, par exemple. Il peut arriver qu'on vous demande simplement un plan de... Bon, il y a d'autres qui vont appeler aussi, ils vont vous demander aussi un plan de prévention simple par rapport aux activités, parce que votre activité peut-être ne génère pas suffisamment donc, de risques qui rentrent dans le cadre des installations placées pour la protection de l'environnement. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers la réglementation ou du moins l'arrêté ministériel qu'on va vous délivrer après la classification de votre installation, ou soit si c'est le marché qui va vous demander, dans tous les cas, vous allez établir ou participer à l'établissement d'un plan d'urgence. En général, pour des entreprises qui sont dans les zones portuaires, en général, il y a des plans d'urgence maritime qu'on va mettre en place également, en plus notamment des POI et j'en passe. Dans tous les cas, le plan d'urgence, quelqu'un qui a posé la question hier aussi de savoir, le plan d'urgence, est-ce que l'évacuation, non, le plan d'évacuation d'urgence
et le plan d'urgence. C'est quoi la différence? L'évacuation d'urgence fait partie du plan d'urgence. Ça fait partie des dispositions du plan d'urgence. Parce que quand on parle d'évacuation d'urgence, c'est par rapport à un risque donné ou bien à une urgence donnée, simplement. Ça peut être l'incendie, ça peut être dans le cas d'un accident X ou Y. Donc, on va établir dans chaque cas, justement, la procédure d'évacuation en cas de ce sinistre. Donc, c'est comme ça. Très bien. Donc, une fois que vous savez quel est le type donc, de plan d'urgence que vous allez mettre en place, vous allez procéder de la même manière que l'on a cité hier. Il y a d'abord les urgences même prévisibles que vous devez déterminer obligatoirement parce que dans tous les cas, il y a un plan d'urgence, il faut savoir qu'est-ce que tu veux gérer. Donc, ce sont les plans d'urgence d'abord. Enfin, ce sont les urgences prévisibles d'abord que vous pouvez identifier. Donc, une fois que les urgences prévisibles sont identifiées, il faut dans chaque cas identifier la méthode pour alarmer. Une fois qu'on a identifié la méthode pour alarmer également, on va mettre en place les procédures types. Dans chaque cas, comment réagir lorsque ça survient. On va aussi identifier dans votre plan d'urgence les personnes et ressources. Qui fait quoi, quand, quel moment, où. Et cela passe par, depuis le premier responsable jusqu'au dernier, à la dernière personne dans l'entreprise. Donc, on doit avoir le rôle et la responsabilité de chacun. Et plus spécifiquement, les personnes qui sont en charge, notamment du sauvetage et du secourisme. Et aussi les personnes qui sont en charge donc, des équipes de première intervention. Et même les autres membres de l'équipe, chacun a son rôle. Et le plan d'urgence doit pouvoir décrire tout ça. Le plan d'urgence également doit pouvoir décrire, donc en plus de tout ce qu'il est dit, les moyens dont vous disposez, notamment les moyens de communication. Et même d'autres moyens, comme par exemple les équipements dont vous disposez, comme par exemple les dispositions d'intervention, par exemple en cas d'incident, enfin en cas d'incendie et autres, d'accord, doit pouvoir identifier tous les différents emplacements. Tout ça, ça doit faire partie de votre plan. D'accord. Et aussi, le plan d'urgence doit pouvoir gérer l'aspect média. Comment est-ce qu'on gère les médias? Éventuellement, si on est confronté donc, à de tels cas. Et aussi, le plan d'urgence doit pouvoir établir et lister en fonction des cas les contacts d'urgence. Ok. Donc, ceci étant dit, on va voir alors un plan d'urgence interne. Comment est-ce que c'est structuré et élaboré? Donc, le plan d'urgence interne, c'est un document qui présente le plan d'intervention d'urgence détaillé dans le cadre de notre projet. Donc, si vous avez un projet donné. Donc, il faut dire que ça, c'est plus ou moins applicable à un projet donc, dans le secteur BTP. Donc, il couvre les procédures. Donc, comment est-ce que les choses pourront être mises en place, les responsabilités et les actions à entreprendre en cas de situations d'urgence diverses. L'objectif est d'assurer une réponse rapide et efficace pour protéger la sécurité du personnel, pour minimiser les dommages et de reprendre les opérations normales le plus rapidement possible. Donc ça, plan d'urgence interne, simple. Le but, c'est de décrire les mesures nécessaires à planifier, de mettre en œuvre et suivre dans le cas donc, à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Donc, le plan vise également à organiser l'évacuation sécurisée de tout le personnel des zones dangereuses et à réduire la gravité des pertes
de la manière la plus sûre possible en cas d'urgence. J'ai une question pour vous. C'est quoi la différence entre urgence et une priorité? C'est quoi la différence entre une urgence et une priorité? Qui peut nous aider rapidement? Une urgence et une priorité. Monsieur Sissoko, aidez-nous. Une urgence et une priorité. C'est quoi la différence? Parce que là, on parle de plan d'urgence. Bon, ben écoutez. Monsieur, Oui, allez-y. vous m'entendez, hein? Très bien, je vous entends. Ok. Une priorité, c'est quelque chose qui est là. S'il y a une situation d'urgence, on doit d'abord prendre tout ce qui est prioritaire d'abord. Ce qui est nécessaire, quoi. La nécessité d'abord. Ce qui est prioritaire. Oui. Et l'urgence, c'est une affaire imprévisible qui est là, et qui doit avoir une priorité. D'accord, ok. Bon, ben. Donc, entre priorité et urgence, si on doit faire quelque chose en premier, on fait quoi? On a fait la priorité. D'accord. Et oui, monsieur Sissé, qu'est-ce qu'on doit faire? Allô? Oui, allez-y. Oui. Moi, de ma part, de mon point de vue, on doit traiter l'urgence en premier. L'urgence en premier. D'accord. Oui. Donc, monsieur Pour moi, il faut traiter l'urgence Hamza. en premier aussi. Ah, l'urgence en premier. Ok, Ouais. très bien. L'urgence en premier. Très bien. Ok. Donc, mais c'est très bien. Effectivement, euh, l'urgence, c'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc, la priorité découle en fait d'un planning. C'est-à-dire que si, par exemple, messieurs, ok. Donc, si, par exemple, vous avez planifié votre programme mensuel ou annuel, oui, monsieur Angza, allez-y. Oui, ok. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Ok. Il faut aller. C'est deux thèmes assez difficiles à différencier, hein. Très bien, Il faut les mettre dans très leur bien, contexte très en bien, fonction de là où vous vous situez. très bien. Quand vous avez une situation urgente, quand vous tombez dans une situation d'urgence, il y a plusieurs tâches, il y a plusieurs tâches. Mais dans ces tâches, il y a des priorités. C'est-à-dire, il y a des tâches pour avoir une urgence, une grande urgence, et à l'intérieur de l'urgence, il y a plusieurs priorités. Vous devez prioriser les événements et les actions que vous menez. Les actions que vous allez mener qui vont faciliter en fonction de la priorité. L'action 1 qui va être plus prioritaire, elle va Vous avez, sûrement engendrer d'autres actions et régler d'autres points qui sont en bas. Donc, ça va être à vous. Quand il y a un événement, tout devient urgent. Si vous n'êtes pas, très bien. si tout n'est pas bien mis en place, tout est urgent. Mais dans toutes ces urgences-là, il vous faut établir une priorisation de ces tâches. Maintenant, Très en bien. fonction du contexte dans lequel vous trouvez, faites très attention aux deux thèmes. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cet apport assez brillant. Ce qu'il a dit est tellement pertinent. Il faut effectivement contextualiser. En général, quand on parle de priorité, la priorité aussi, comme il a dit, on peut retrouver les priorités d'action à l'intérieur de la prise en compte de l'urgence. Si par exemple je prends la mise en œuvre, donc on a déclenché par exemple un plan d'urgence,
il peut arriver qu'il y a des actions prioritaires à l'intérieur du plan d'urgence. On sait qu'on doit faire ça, tac, 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 tac. OK? D'accord? On doit, par exemple, protéger la zone, sécuriser donc, comment on appelle ça? Les victimes, et après, par exemple, les transporter dans un lieu de ceci et cela. Ensuite, il faut faire des priorités à l'intérieur d'un plan d'urgence. Mais la priorité dont j'étais en train de faire mention, c'est-à-dire que de façon dans votre quotidien d'activité, alors vous avez des priorités. Des priorités, vous avez établi donc des plannings et vous savez que vous devez faire telle action en priorité, telle action en priorité, telle action en priorité. Et en même temps, il y a une urgence qui survient, qui est par exemple un accident et j'en passe. Et la question c'était, qu'est-ce qu'il faut mener, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en priorité? Ou bien quelle action il faut exécuter? Ou bien qu'est-ce que... Voilà, il y a l'urgence qui est là, et puis il y a la priorité de ton, je veux dire, de ton plan ou de ton programme d'activité ou quelque chose comme ça. Ou par exemple dans la journée, tu savais que bon, tu vas faire ça en priorité, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et après, il y a une urgence. Là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues avec ce que tu es en train de faire en termes de priorité par rapport à ta journée ou tu prends en compte l'urgence? Bon, la question est très vite répondue, c'est l'urgence. D'accord? Tu prends en compte l'urgence. Maintenant, dans l'urgence, également, il y a les priorités d'action. C'est ça qui donne le sens, effectivement, à la mise en place d'un plan d'action et surtout aussi à faire des exercices de simulation pour que les priorités d'action soient maîtrisées et autres. Parce que n'oubliez pas que le plan d'action, enfin, le plan d'urgence a pour objectif de minimiser les dommages. C'est-à-dire que l'événement est survenu, c'est vrai, mais il faut minimiser l'impact. Et si les actions ne sont pas coordonnées de façon pertinente, on ne pourra pas le faire. Et c'est pour ça que, effectivement, dans la hiérarchie qu'on appelle ça, d'action à mener, il y a des priorités. D'accord. Donc, très bien pour ça. Donc, le but du plan, c'est évidemment donc, de planifier, donc de détailler des mesures d'urgence à préparer à l'avance. Et justement, dans cette planification-là, il y a les urgences, enfin, disons, il y a les priorités également dans l'ensemble de ces mesures-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier et autres? Les raisons sont multiples pour ça. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des priorités d'action à l'intérieur du plan d'urgence? Il est essentiel parce que ça permet d'éviter des suraccidents éventuellement. Donc, ça permet également comment on appelle ça? Comment dire? De pouvoir réagir le plus rapidement possible afin de limiter l'état de dégradation des victimes éventuellement. Donc, c'est pour ça, en coordonnant l'activité ou les actions d'un plan d'urgence, très important. Et il faut former aussi le personnel à cette maîtrise-là. Donc, le plan d'urgence va avoir pour but donc, de planifier les mesures d'urgence à préparer à l'avance, mais aussi de mettre en œuvre les actions à entreprendre, donc à décrire notamment les actions à entreprendre lors d'une situation d'urgence. Normalement, votre plan d'urgence doit pouvoir établir tout ça. Et évidemment, après l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Donc, le plan d'urgence doit pouvoir décrire cela également. Donc, ça, c'est le but du plan. Vous avez le domaine d'application. Oui, mais ça vous avez quelque chose à dire? Ok. Bon, ben, très bien. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez lever le doigt. Et puis, bon, ben, parlez, pas de problème. C'est ouvert.
il faut pouvoir définir le domaine d'application. D'abord, vous avez l'objectif de votre plan, ou du moins le contexte, si vous voulez, de votre plan. Ensuite, vous avez le but de votre plan. Ensuite, vous avez le domaine d'application. Ça s'applique à quoi? Votre plan s'applique à quoi? Donc, dans votre plan d'urgence, vous devez circonscrire le périmètre d'action, le périmètre que couvre en fait votre plan d'action. Donc ici, par exemple, on dit ce plan d'intervention d'urgence s'applique à l'ensemble du personnel du projet, y compris l'encadrement et les représentants des sous-traitants. Donc, il couvre les bases techniques ainsi que les activités opérationnelles. Son objectif est ici de protéger et d'assister tous les membres du personnel en cas de situation d'urgence sur le site du projet. Donc, comme personnel concerné, il y a tout l'encadrement du chantier, il y a les représentants de sous-traitants notamment, il y a aussi tout le personnel. Donc, tous ceux-là, ils ont le rôle à jouer. Donc, quels sont les aspects ou sites qui sont couverts? Vous avez notamment la phase technique, vous avez les activités opérationnelles, vous avez donc elle-même. Donc, on vous dit que, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est juste dans le cadre, c'est un petit plan, donc dans le cadre justement d'un projet de BTP. Les risques ne sont pas aussi importants dans le domaine de BTP que dans le domaine, par exemple, de pétrolier ou gazier. Ici, en général, quand un événement survient, très rarement, il va y avoir des enchaînements d'événements. Enchaînement d'événements, comme je disais hier, un événement peut se produire à un point A et même se terminer à un point Z, lorsqu'il y a notamment donc dans les installations pétrolières ou dans la raffinerie. Pourquoi? Parce que vous avez de la tuyauterie qui sont interconnectées. Donc, un événement qui se produit ici peut avoir des répercussions, donc, il peut y avoir des enchaînements. Ce qui est très rare sur les chantiers de BTP. Très rare. Encore, souvent, il y a d'autres types d'industries où on peut aussi retrouver cela. Il peut y avoir des enchaînements d'événements. Mais dans les chantiers de BTP, c'est très rare. Je vais peut-être vous montrer très rapidement. Je vais vous montrer très rapidement un exemple d'enchaînement d'événements. Voilà. Essayez de regarder ça. Vous allez voir quelque chose. Voilà. Exactement. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, très bien. Vous allez voir que cet événement-là, ça a commencé simplement avec une petite, c'est pas quoi, une petite flamme quelque part là-bas, et ça s'est propagé jusqu'à, ça a brûlé toute l'installation. Pourquoi? Parce que comment on les appelle déjà? Les installations sont interconnectées, notamment à travers des tuyaux qui acheminent notamment des gaz ou d'autres produits pétroliers. Donc ça, ce type d'événement, c'est très rare donc, dans une installation de... Voilà. On Wednesday, October 21st, was large enough to hold one Kapeka. Bon, ok, ça, c'est pas le but. D'accord? Ok, donc vous devez pouvoir définir votre domaine d'application. Donc, le périmètre d'action de votre plan de obligatoirement. Évidemment, il faut aussi définir certains termes que vous allez utiliser.
Pourquoi? Pour permettre à l'ensemble des autres personnes de se familiariser, à l'ensemble des lecteurs de se familiariser à ce que vous faites. Parce que quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine, tu vas lui parler d'urgence, il ne va pas forcément comprendre. Donc, il y a la définition aussi qui est, les définitions qui sont aussi importantes. Donc, urgence, un incident opérationnel inattendu entraînant, par exemple, un incendie, une explosion, ou même des forces naturelles comme des tempêtes, violentes inondations et j'en passe. Donc, vous devez pouvoir définir. Et ce sera aussi intéressant de pouvoir, dans la définition, prendre en compte de façon résumée les possibles situations d'urgence que vous pouvez dans votre entreprise en ce moment-là. Donc, ça permet aux gens en même temps, ah, ok, donc de comprendre simplement. Et évidemment, là, on a parlé donc des terminologies d'incident et tout. Donc, il faut dire que événement ayant donné lieu à un accident ou pouvant conduire à un accident. Donc, ça, c'est l'incident. Par exemple, votre cuve de gasoil, donc de stockage de gasoil peut brûler, simplement. Ça peut brûler. Ça, c'est un incident. Maintenant, pendant que c'est en feu, ça peut également occasionner des brûlures graves et des décès. Et ensuite, donc cet incident a occasionné justement un accident et j'en passe. Ou d'autres formes donc, de dégâts qui peuvent être aussi liés à l'environnement. Donc, vous avez également dans le cadre de l'établissement de votre plan d'action, enfin, le plan d'urgence, désolé, la responsabilité du premier responsable sur votre projet. Donc, le plan d'urgence doit pouvoir décrire cela. Donc, en général, le directeur de projet ou le directeur d'entreprise, ça dépend de là où vous vous situez. Donc, si on prend par exemple le cas d'un projet de PTP, on a le directeur de projet. Le directeur de projet a la responsabilité globale en cas d'urgence sur l'ensemble des sites. Donc, ses principales responsabilités vont inclure la mise en œuvre, ou du moins la mise à disposition des ressources adéquates, notamment en personnes. Ça veut dire qu'il doit mettre, il doit identifier le nombre de personnes suffisantes pour pouvoir gérer les urgences. Donc, il doit aussi pouvoir accorder du temps et du financement pour la mise en œuvre donc, de ce plan d'urgence. En fait, c'est lui, la réussite du plan d'urgence va dépendre essentiellement de lui. Et il faut qu'il sache, parce que ça doit faire partie donc, de votre plan d'urgence, notamment dans la partie donc, ou du moins, si vous voulez aussi, vous pouvez dire organisation, dans la phase organisation. Donc, du plan d'urgence, il y a les rôles de responsabilité. Et vous avez également, enfin, disons, toujours ce même gars, ce même bonhomme, d'accord? Il doit pouvoir participer activement à la planification et à la mise en œuvre des exercices d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en fonction notamment de l'ampleur des urgences prévisibles, lui, il va pouvoir réagir, il va avoir un rôle à jouer à un moment donné. Et le problème est que si lui, il n'a jamais participé, alors à un instant donné, il ne pourra pas, enfin même si ça vient, bon, il va commencer à faire tout et n'importe quoi. Parce que justement, il ne s'est jamais intéressé et il ne s'est jamais familiarisé éventuellement. D'accord? Et on le voit très souvent dans les entreprises de BTP. Mais ce n'est pas forcément le cas dans les entreprises, notamment des raffineries, de stockage de produits pétroliers et autres. Ce n'est pas forcément le cas. Le plus souvent, lorsque on fait par exemple un exercice ou une simulation en cas d'urgence, vous avez dû constater, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire par exemple, vous avez vu que ça demande justement, et ils mettent de tels moyens en place, que ce soit le directeur général, le directeur des opérations,
que ce soit certains responsables ou directeurs de certains départements. Donc, chacun a des rôles spécifiques à jouer et chacun le joue pleinement. Parce que, comme on l'a vu, il suffit juste d'un seul accident ou bien un seul événement ou du moins un départ de feu pour que toute une installation, qu'il soit une raffinerie ou un dépôt pétrolier, quelque chose comme ça, soit mise à ruine. Donc, en général, ils ne blaguent pas avec ça. Mais dans le milieu du BTP, notamment les constructions de routes et j'en passe, en général, il y a un peu de légèreté. Parce qu'ils savent que quand l'événement va arriver, comme je l'ai dit tantôt, les enchaînements des événements sont très rares. Ils sont très rares. Je ne sais pas si ça peut pas exister, ça peut exister, mais ils sont très rares. Par exemple, si vous êtes en train de faire un ouvrage de PTP au sein, par exemple, d'une base pétrolière, attention, ça c'est autre chose. Donc, ce que vous faites là peut avoir une incidence sur l'ensemble de l'installation. Donc, il y a également la surveillance qui doit faire partie justement de ses responsabilités. Donc, il doit pouvoir surveiller les dispositions, notamment à travers le responsable HSE ou HSE, d'accord, pour assurer que les services sont satisfaisants. Que à tous les niveaux, tout est satisfaisant, tout est bon. Et aussi, à la reprise, donc après urgence, donc demander la vérification des installations et prendre donc des mesures pour remédier aux situations dangereuses. Parce qu'après, généralement, une situation d'urgence, on crée énormément de situations dangereuses. Parce que souvent, on va même débloquer certaines installations, ou du moins certaines, comment on appelle ça, certains cadenas, on va déverrouiller même certaines consignations qui sont déjà là et tout le reste parce qu'on veut réagir très rapidement en urgence pour pouvoir sauver la vie des victimes. Mais après cela, l'installation peut ne pas être en sécurité entre guillemets. Donc il faut vérifier l'ensemble de l'installation, voir là où il y a des situations dangereuses qui sont laissées suite à l'événement et les corriger. Donc ça, c'est quelques responsabilités. Donc après, peut-être demain, quand on sera en train de voir le plan d'opération interne, je vais vous montrer un peu les types donc, beaucoup plus en détail ce que le premier responsable de l'entreprise doit faire. Mais grosso modo, c'est ça. Il s'assure donc de la mise à disposition donc, des ressources, de participer activement à la planification donc, des exercices d'urgence et autres. Également, il va surveiller l'ensemble des activités qui vont se produire éventuellement. Et aussi s'assurer que même après l'urgence, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour assurer donc, une continuité donc, des activités. Il y a aussi les directeurs de travaux, parce que dans une entreprise donc, de BTP, notamment dans le cadre d'un projet, vous avez une structuration. Et dans cette structuration-là, vous avez directeur de projet, directeur de travaux, vous avez directeur, enfin, disons, d'autres directeurs, comme les directeurs techniques ou ceci ou cela. Mais vous pouvez aussi avoir donc, des conducteurs de travaux, des chefs chantiers et des collaborateurs ou des employés en général. Et voilà. Donc, en plus de ça aussi, vous avez des sauveteurs secours du travail qui ont été formés spécialement à cet effet. Vous avez aussi des équipiers de première intervention également qui ont été formés à cet effet. Vous avez également, même au niveau du contrôle d'accès, donc comment on les appelle, les vigiles aussi, ils jouent un rôle aussi capital aussi souvent. Donc, il faut qu'ils soient briefés. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsque les secours externes vont arriver pour éviter. Parce que chaque fois qu'on perd une seconde, ce sont les vies qui sont en jeu. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'amalgame en ce qui concerne la préparation du son de retour d'urgence. Donc, le directeur de travaux, quant à lui, donc en l'ensemble, effectivement, des directeurs de projet, donc on va prendre les rênes. Donc, il va veiller à aider aussi, même pendant qu'il est là, à aider le directeur de projet à assurer que la procédure d'urgence est appliquée sur le site.
Donc, va s'assurer également de la mise en œuvre donc, de procédures pour les installations, pour l'ensemble des installations. On va s'assurer que l'ensemble des procédures sont mises en œuvre. On va communiquer également, donc informer le directeur de projet donc, de l'état d'urgence et de recevoir les instructions complémentaires. Et aussi, on va fournir des ressources nécessaires pour aider l'équipe d'intervention d'urgence. Chacun joue un rôle. Chacun a son niveau lorsqu'il y a une urgence. Et ça dépend donc des niveaux d'urgence. Parce que aussi, je vous ai dit, vous devez pouvoir classifier aussi les différentes urgences. Parce qu'il y a des urgences qui ne vont pas nécessiter que tout le monde intervienne. Et même là encore, vous devez pouvoir définir des urgences de tel type. Voilà comment on va intervenir, qui va intervenir et à quel moment. Donc, vous avez également la responsabilité du responsable HSE du site qui est chargé de s'assurer que les dispositions sont en place pour les interventions d'urgence. Ça veut dire que le point de rassemblement est bel et bien présent et que c'est comme normalement dans votre plan d'urgence, on doit voir un plan du site. On doit voir un plan du site à la limite, vous faites un tableau aussi, vous définissez à tel endroit, il y a combien de rassemblement. D'accord? Et normalement aussi, sur votre site, vous devez avoir ce qu'on appelle un plan d'installation de chantier. Donc, dans le plan d'installation de chantier, on a quasiment tout. Un plan d'installation de chantier qui est vraiment visible. Hein? Donc, souvent, les plans d'installation de chantier qui ne sont pas visibles, ce n'est pas la peine. Donc, un plan d'installation de chantier assez visible. Donc, vous avez l'emplacement des extincteurs, l'emplacement de la lame, vous avez l'emplacement le rassemblement, vous avez les différents passages qui sont bel et bien définis donc, sur le plan d'installation. Vous avez également même les points dossiers, les douches de sécurité qui sont là. Tout ça doit pouvoir être identifié sur votre plan. Et tout. Donc, définir le plan de rassemblement pour le responsable. Organiser les ressources pour le contact du personnel. Lorsqu'il y a un événement d'urgence, par exemple, il faut qu'on compte également, on s'assure. Et ça, il faut pouvoir dire et former et informer l'ensemble des acteurs comment ça se passe. Parce que quand il y a l'urgence, il faut qu'on sache que tout le monde est à l'abri. Et pour ça, il y a le contact de personnel qu'il faut faire. Donc, les équipes d'intervention également. Identifier et mobiliser l'ensemble des équipes d'intervention. En cas d'urgence, le receveur HSE doit pouvoir organiser l'équipe d'intervention. Donc, il y a la formation également. Donc, assurer la formation des équipes d'intervention. Cette formation-là, ce n'est pas forcément la formation en sécurité du travail ou même en bien-être pour ceux qui vont le faire, mais c'est la formation sur le plan d'urgence, comment on veut que ce soit mis en œuvre et quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Chacun doit être informé de ça et aussi son rôle à jouer parce qu'on peut être formé pour sauveter ce du travail, mais dans le cas d'une urgence X ou Y, qu'on ne sache pas forcément quel est notre rôle à jouer. Je sais pas si on se comprend. Donc, tu peux être sauveter ce du travail, tu peux être ceci ou cela, mais dans le cadre d'intervention de tel type, on peut te confier donc, des responsabilités et des rôles. Donc, tout ça, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un minimum. Vous avez également des superviseurs qui, eux aussi, donc, ils ont un rôle à jouer. Donc, les superviseurs HEC donc, ont un rôle crucial dans la mise en œuvre du plan d'urgence. Donc, leurs principales responsabilités donc, sont notamment
La mise en œuvre. Donc, assurer la mise en œuvre et respect des procédures. Ils doivent veiller. Et c'est en cela que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi et à quel moment. Il faut s'assurer que les gens respectent donc, les procédures. Donc, s'il y a des cheminements, enfin, disons, si on dit dès qu'il y a la sirène, automatiquement tout le monde doit arrêter le travail et se migrer vers le point de rassemblement le plus proche en empruntant, par exemple, le cheminement piéton. Mais il faut que on s'assure que effectivement c'est ce que tout le monde fait. D'accord? Donc, leur rôle aussi sera de veiller à l'ensemble du respect des procédures de façon générale. Ensuite, collecter les informations. Donc, rassembler les informations sur l'urgence et les signaler aux responsables. C'est très capital parce qu'après l'événement, après les urgences, il y a un rapport qui est établi. Ce rapport-là va permettre donc de mettre en évidence ce qui a marché le mieux et ce qui n'a pas marché. Parce que normalement, après chaque urgence, il y a aussi un plan d'action qui est établi obligatoirement. Et ce plan d'action va s'appuyer sur tout ce qu'on a vécu comme expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il y a aussi l'inspection, donc effectuer les inspections fréquentes donc, sur les sites liés à l'urgence. Évidemment, vous assurer qu'il n'y a pas des consignations qui ont été débloquées, mais malheureusement qui n'ont pas été remis en place. Donc tout ça, et aussi ça peut nous permettre d'identifier que d'autres sources de danger sont présentes ou pas, qui ont été occasionnées justement par la réaction en cas d'urgence. Il y a aussi la formation. Donc, lui aussi, il a un rôle à jouer. Donc, c'est aussi organiser et participer aux activités de formation sur le plan d'urgence. On peut avoir les chefs de chantier qui, eux, là, sont en relation directe. Donc, les chefs de chantier qui sont en relation directe avec l'ensemble des collaborateurs sur le chantier. Ils ont aussi un rôle à jouer dans le cadre donc, de la mise en œuvre d'un plan d'urgence. Donc, leur première responsabilité, déjà, c'est de se familiariser aux exigences du plan d'urgence. Ça veut dire que le plan d'urgence doit notamment avoir une copie, en plus du fait que les procédures stratégiques sont déjà affichées et font l'objet déjà d'une communication pour le responsable HSE. Voilà, notamment à travers des cadres ou même des formations spécifiques. Donc, ces chefs chantiers-là doivent également montrer leur leadership fort lors de toute situation d'urgence. Ça veut dire qu'ils doivent montrer l'exemple. Comment est-ce qu'on doit faire afin que les autres le suivent? D'accord? Ce dernier également doit procéder au comptage de l'ensemble de ses collaborateurs et de rapporter également le résultat au responsable HSE. Il y a aussi une question importante qui vient. Il y a des personnes, tu vas leur demander ne serait-ce que le nombre du personnel présent sur le chantier. Vous dites, mais ils ne vont pas dire RH. Non, le responsable HSE doit pouvoir connaître le nombre de personnel sur son chantier. Voilà. Parce que normalement, ça fait partie de ton rapport. Le rapport mensuel et hebdomadaire, journalier et consorts. Parce que c'est très capital. Imagine, et après plusieurs jours, c'est là on constate qu'il y a donc vous devez pouvoir connaître et en tant que tel, il y a aussi la formation donc du chantier, notamment le chef de chantier. Donc tout le personnel doit pouvoir aussi se prêter au jeu. Tout le personnel doit pouvoir se prêter au jeu. Évidemment, tout le monde doit pouvoir se familiariser avec l'emplacement, notamment des routes de sortie, des secours, mais aussi de l'ensemble du plan
en général. Donc, les points de rassemblement, ils doivent connaître les points de rassemblement les plus proches, comprendre également les procédures à suivre en cas d'urgence. Donc, les procédures qui ont été déjà établies pour tel type ou telle urgence. Et ça, c'est capital parce que quand vous faites par exemple vos cadres, ou je ne sais pas comment, dans plusieurs entreprises, il peut y avoir plusieurs appellations, d'accord? Il y a d'autres qui peuvent même l'appeler les toolbox meetings. Donc, c'est ce qu'on peut rencontrer dans les entreprises où c'est l'anglo-saxon qui est, c'est l'anglais qui est plus ou moins parlé. En général, on parle des toolbox meetings. Donc, ça peut être des sujets de communication lors de vos toolbox meetings. Par exemple, tout ce qui est les différentes procédures à suivre dans tel cas, tel cas, tel cas. D'accord? Il y a aussi le signalement. Donc, tout l'ensemble des personnels sur le chantier doivent pouvoir signaler immédiatement une situation d'urgence potentielle. Donc, tu constates par exemple une fuite quelque part ou bien une toute autre situation éventuellement. Donc, ça, c'est principalement quelques-unes de leur responsabilité. Donc, ça, c'est dans la partie organisation. Donc, la partie organisationnelle, notamment au rôle et aux responsabilités. L'autre aspect, c'est le fait que vous devez pouvoir décrire, avec votre plan d'urgence doit pouvoir décrire l'ensemble de vos sites en travaux. Ou pas. Mais l'ensemble de vos sites qui rentrent dans le cadre de votre projet, vous devez pouvoir les identifier. Vous devez pouvoir également identifier le type, donc le site A, le site B, le site C par exemple, le lieu où est-ce que c'est localisé, les coordonnées géographiques, mais les coordonnées de géolocalisation, c'est très important de nos jours, c'est très important. Parce que lorsque vous voulez appeler, quand vous appelez les services de sécurité, à un certain moment donné, ça brouille. C'est-à-dire que souvent, même la communication, quand il y a l'urgence, c'est compliqué. Et donc, le plus souvent, même les coordonnées géographiques peuvent vous aider à pouvoir identifier, à pouvoir permettre aux services de secours d'être très rapidement à même de pouvoir intervenir. Il y a aussi les voies d'accès. Quelles sont par exemple, si vous avez identifié, par exemple, A, on doit avoir les différentes voies d'accès au site A. Et puis aussi, il faut aussi comprendre l'activité autour. C'est important parce que l'activité autour peut être des facteurs amplificateurs ou pas. Ça dépend. Et tout ça, c'est important. Et si c'est aussi une population, si c'est aux alentours, si c'est la population, ça peut être aussi sensible. D'accord? Donc, tout ça, c'est important. À quoi ça peut correspondre à peu près? Ça, c'est un exemple. Hein. Vous avez par exemple type d'installation. Il s'agit par exemple de la base technique qui est située à quel niveau, par rapport à l'axe du projet. Par exemple, dans le cas d'un projet routier, vous avez c'est contiguë à gauche, machin, tac. Donc, vous donnez de telles précisions. Et puis, vous avez les coordonnées géographiques. Voilà, on peut passer par la route, par tel type de route. On peut passer on peut venir par hélicoptère, c'est la coordonnée d'hélicoptère. Donc, quelles sont notamment donc, les activités autour? Par exemple, vous avez les zones de culture et j'en passe. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, pour l'ensemble des sites que vous avez. Donc, la description des sites, lorsque vous avez fini la description des sites, vous allez maintenant identifier et classifier vos urgences en fonction de l'ensemble des sites. En quoi ça va consister? Donc, par exemple, vous avez site A. Par exemple, vous identifiez l'ensemble des réseaux, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, les réseaux. Parce que là, on est en train de partir dans quoi? Dans les urgences prévisibles. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans, si vous voulez, on est dans
l'ossature du plan d'urgence interne, en général, le plan d'urgence, c'est beaucoup plus restreint. D'accord? Donc, ça va pas s'attaquer directement au périmètre, à l'organisation pratique de l'urgence sur le site. Parce que dans tous les cas, les urgences sont aussi importantes. Vous allez voir quand on va vouloir voir, pardon, le POI, donc le plan d'opération interne. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'on va prendre en compte. Beaucoup d'autres aspects qu'on va prendre en compte. Mais ici, voilà, vous identifiez vos différents sites. Une fois que les sites sont identifiés, alors vous avez quels sont les réseaux d'eau qui existent, quels sont les réseaux de gaz, de fil, de gasoil qui existent, est-ce qu'il y a des réseaux de communication. Tout ce qui est réseau, vous les définissez, vous identifiez, est-ce qu'il y en a. Par exemple, si je prends cet exemple-là, on a base technique et carrière, on a un forage, on a stockage donc, de carburant de 3000 litres. Donc, ça fait environ, ça fait quoi 300 000 litres. Après, on a stockage donc, de bitume, par exemple. Réseau téléphonique. Donc, chaque agent dispose donc d'un réseau téléphonique. Tac, tac, tac. Donc, il existe donc de communication entre les différents projets. Donc, si c'est ce qui existe, c'est ça. Hein? Donc, ça, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est les existants. Je suis pas en train de. Donc, vous avez aussi le réseau électrique. Par exemple, l'alimentation en énergie est fournie donc par l'ensemble de deux groupes électrogènes, tac, 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 assure donc le relais en cas d'interruption. Tac, tout ça c'est important. Donc, vous faites une description donc, de l'ensemble des réseaux existants. Ensuite, vous allez venir maintenant aux risques spécifiques, notamment liés à chaque site. Vous avez votre base de chantier et annexe. Base de chantier et annexe, vous allez décrire brièvement l'ensemble des activités. Donc, on a un laboratoire. C'est un exemple, hein, on va partir avec ça, avec la ligne là, par exemple. Avec la ligne là. Tac, tac, tac. Vous avez le laboratoire technique en jeune chantier, vous avez en circularité atelier mécanique, bureau et j'en passe. Centrale à bitume, centrale à béton, vous avez tout ça. Donc, quelles sont notamment les situations d'urgence possibles? Station de gasoil, donc évidemment, on peut avoir des incendies d'explosion parce que c'est du produit pétrolier. D'accord? Vous avez également donc, des accidents à cause des engins, notamment qui sont en mouvement. Vous avez également des blessures donc qui peuvent également survenir au vu donc de votre atelier mécanique ou même dans la centrale où ils en passent. Okay. Donc, les vandalismes et vols, des troubles sociaux. Donc, alerte à la bombe, vous avez fumée toxique, vous avez électrocution et électrocution éventuellement. Maintenant, ça, électrisation et consort, ça, c'est aussi dû à ça, au fait qu'on est sous comment on appelle ça? On est alimenté avec un courant électrique, éventuellement, et puis c'était triphasé également. Donc, vous avez, et pourquoi est-ce qu'il y a les troubles sociaux, il y a alerte à la bombe et tout, parce que ce projet-là c'est situé donc, dans une zone où il y a déjà eu plein d'attaques. Il y a eu plein d'attaques et plein d'actes de vandalisme, de couper de route et j'en passe. Il y a même eu dans le temps, pas trop loin donc, du site, donc des attaques terroristes. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri justement donc, des alertes à la bombe, éventuellement. Et même donc, les troubles sociaux. Donc, troubles sociaux, c'est tout ce qui est lié justement aux actes donc, des délinquances et j'en passe. Donc, voilà un peu. Et donc, vous allez mettre en œuvre des scénarios. Donc, les scénarios, vous allez identifier l'ensemble notamment pour l'ensemble des sites concernés. Vous allez pouvoir identifier, grosso modo, les natures de risques.
par exemple, vous avez ici, pour l'ensemble des sites concernés, c'est ça, hein, c'est le scénario, enfin, c'est le scénario issu de l'ensemble de l'identification de ces situations-là qui nous permet donc c'est comme si c'est un récapitulatif. Donc, on a source de danger, on a, bon, évidemment, les camions, les engins, stockage de produits inflammables, on a salle de contrôle, on a électricité immobilier, on a l'utilisation donc de feu en zone donc, de forêt. Donc, voilà, plus ou moins. Et ça, tout ça, c'est issu de ça. C'est issu de ça. Voilà. Donc, ça permet donc de dire, bon, OK, voilà, scénario retenu. On a incendie. Donc, l'incendie, voilà un peu. Donc, les sources éventuelles donc, de cet incendie-là, voilà. Et la nature donc, de risque qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir le feu nu, on peut avoir le feu de brousse, on peut avoir des circuits électriques, sur le véhicule, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, de tout ce qu'on a cité là, qu'on a identifié, tac, 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 on va résumer et on verra qu'on a sélectionné, par exemple, un incendie. Incendie, dans quelles conditions on peut avoir incendie et quels sont les sites qui sont concernés par ça. Voilà, c'est un récapitulatif. Ensuite, on a des brûlures, qui peut être aussi un autre scénario. Les brûlures, on peut avoir les brûlures sur quasiment tous les sites. Quels sont les éléments sources de danger, voilà, et quelles sont la nature, la description justement des natures de ces risques-là. Vous avez tout ce qui est brûlure électrique, brûlure par contact de surface chaude, donc par projection de bitume chaud, brûlure par contact donc, avec le moteur, ainsi de suite. Okay. Vous avez également un risque de sûreté. Au vu de tout ce que je viens de vous citer, l'emplacement donc, de ce projet-là, vous avez l'emplacement de ce projet-là, vous avez le risque de sûreté. D'accord? Et quels sont les sites qui sont concernés? Il y a les sites d'emprunt, il y a les bases techniques, les bases villes, les carrières et les ateliers de travail. D'accord? Et quels sont notamment donc, les éléments sources de danger? Donc, voilà. Présence d'espaces rayés, donc lieu d'habitation, utilisation de produits, ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà un peu la nature donc, des menaces. Donc, il y a la menace terroriste, donc, il y a la militaire, et j'en passe. D'accord? Donc, ensuite, vous avez donc d'autres scénarios de déversement de produits. Vous allez identifier également les sites qui sont concernés et aussi les sources potentielles donc, de ce scénario-là, donc de ce risque-là. Vous avez. Très bien. Donc, une fois que vous avez ça, donc vous allez classifier donc, vos différentes urgences. Vous avez, par exemple, des urgences de niveau 1 ou des urgences de niveau 2. Il peut arriver que dans d'autres installations, enfin, disons dans d'autres entreprises, on peut même aller au-delà. Vous allez pouvoir identifier les différentes catégories d'urgence que vous allez trouver. Et cette classification, ça c'est vous qui devez pouvoir l'établir. Par exemple, ici, par exemple, on est parti sur la base de deux catégories. Donc, les risques, ou du moins les urgences mineures, où le personnel du site a la capacité donc, de gérer et de contrôler immédiatement l'incident avec les ressources disponibles. Et l'évacuation au-delà de la zone n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est tout ce qui est bobo, tout ça qu'on peut gérer en entreprise. Donc, vous avez également les urgences majeures. D'accord? Incidents de plus grande envergure pouvant nécessiter donc, des ressources externes. Donc, des risques importants pour les travailleurs et les installations. Donc, il peut impliquer donc, des blessures multiples, graves. Donc, ça vous. Et ça vous permet donc de classifier maintenant. Ça vous permet donc de classifier selon les différents sites. Vous allez pouvoir maintenant classifier. Par exemple, ici, par exemple, on dit quoi? Les différentes catégories d'urgence potentielles donc, sur différents sites de travaux et de bureaux. Donc, vous avez ici donc, les sites de bureaux, les sites de construction. Vous avez des sites de bureaux. Donc, construction, vous avez événements médicaux, incendie, explosion, effondrement. Vous avez les ouvrages, vous avez accident donc, de la route, vous avez le sauvetage dans l'espace confiné, tout ça. Vous devez pouvoir identifier tout ça et les catégoriser. Donc, vous avez également les bureaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? OK. Donc, une fois que par site, vous avez
avez pu identifier tout. Après, il faut définir il faut catégoriser vos différents niveaux d'urgence. Et en fonction donc, de chaque niveau d'urgence, après, donc ça c'est juste un exemple, hein, donc je prends un site de construction sur ce soir. Mais après, maintenant, il faut aussi identifier l'ensemble de vos moyens existants en entreprise. Donc, quels sont les moyens qui existent au sein de votre entreprise que vous devez pouvoir définir? Ici, par exemple, tout ce qui est moyen de lutte contre vous devez pouvoir définir dans le cadre de votre plan d'urgence. Vous devez pouvoir définir donc les dispositions donc, d'anti-pollution qui existent, d'accord? Et vous devez pouvoir aussi définir l'ensemble donc, des secours aux personnes qui peuvent exister. D'accord? Donc, vous avez, que ce soit l'ambulance, que ce soit, par exemple, canule donc, de dégueule, vous avez l'infirmerie, vous avez les trousses, vous avez une urgence chirurgicale si c'est possible. Vous avez, vous définissez tout. Donc, les brancards, les sacs de secours, les couvertures et tout ça. Donc, vous définissez tout ce dont vous disposez en termes justement de moyens de secours. D'accord? Et voilà. Donc, tout ce que je viens de citer, ce sont notamment, primo, il faut pouvoir identifier l'ensemble donc des urgences prévisibles auxquelles vous pouvez être exposé. Pour les identifier, c'est très simple. Il faut pouvoir sectionner votre site en zones et en fonction de chaque zone, vous allez identifier exactement l'ensemble des produits, que ce soit des produits, que ce soit tout ce qui est équipement source de danger. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir identifier les urgences possibles. Et quand vous avez identifié les urgences possibles, vous allez pouvoir les classer. On a des urgences de telle nature, de telle nature, de telle nature. D'accord? Et en fonction de chaque niveau d'urgence, alors, on va pouvoir établir justement donc, des plans, des procédures types à respecter en fonction de chaque cas. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se produit. Après, donc, une fois que les urgences sont déjà connues et que vous les avez classifiées et autres, vous avez également donc, contrôlé les urgences. Donc, c'est le responsable HEC qui met la charge. Également, en tant que contrôle des urgences, donc ses principaux rôles et responsabilités seront notamment en termes d'évacuation, donc évaluer l'ampleur de l'incendie, enfin disons de l'incident sur les lieux, aider le chef de projet à diriger des équipes, à communiquer en liaison avec les services d'urgence et à planifier et mettre à jour donc, le plan d'intervention d'urgence. Vous avez également le superviseur HL qui agit en tant que coordinateur des urgences, qui va rassembler l'ensemble des informations en transfert, comme on l'a dit, donc gérer et coordonner l'ensemble des opérations, des réponses opérationnelles dans l'incident. Les ressources également, autoriser l'acquisition ou l'ensemble des ressources qui sont disponibles, évaluer donc, la situation et fournir des mises à jour régulières. Vous avez l'équipe d'intervention d'urgence également. Donc, dans l'équipe d'intervention d'urgence, vous avez les équipes de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Donc, ça, c'est les équipiers de première intervention. Donc, vous avez également les premiers secours, vous avez aussi les gardiens. Les gardiens, comme je disais tantôt, donc, en gros, ce sont les contrôleurs d'accès. Eux aussi, donc, ils contrôlent les accès et les sorties et guident les véhicules d'urgence quand ils vont arriver. Donc, chacun doit connaître son rôle à jouer. Ensuite, vous avez le poste de commandement. Le poste de commandement, c'est où vous devez pouvoir identifier le poste de commandement. Donc, à partir d'où vous allez commander les opérations. Ça dépend des ampleurs. Il y a pour les incidents mineurs, bon ben, écoute, ça, le responsable HEC, il gère. Donc, l'entreprise, en général, définit un centre de contrôle d'urgence, généralement le bureau donc, du service HSE ou du directeur. Et le centre servira donc, de point central donc, de communication en cas d'urgence, et tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site pendant la phase de construction. Et elle sera équipée donc, de moyens de communication nécessaires et des plans d'urgence actualisés. Donc, normalement, on va dire c'est le responsable HSE. Vous devez pouvoir avoir le plan donc, du site, obligatoirement. Le plan de site et en même temps l'identification de l'ensemble de points, les moyens d'intervention, des outils de communication, s'il y en a, par exemple, la sirène,
et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous devez pouvoir regarder et s'assurer justement de bon fonctionnement. Et tout ça va vous permettre justement de donner aussi donc, des actions, enfin, de communiquer sur des actions appropriées à mettre en œuvre. Donc, le poste de commandant de la localisation, le plus souvent chez le responsable de HSE ou le directeur de projet. Vous avez également la fonction, donc c'est le centre de communication, donc le poste de commandement. Et aussi, comme équipement, donc ce sont les moyens de communication et plans de gens actualisés qui sont à cet endroit-là, que vous avez identifié. Donc, comme moyen de communication également, bon, ben, il y a les radios, les alarmes, les téléphones et puis aussi la signalisation. Donc, les panneaux d'affiche et tout ça donc, sont des éléments pour pouvoir communiquer donc, sur la gestion justement de votre urgence. Donc, quand vous finissez tout ça, donc suite à une urgence donnée, vous devez pouvoir faire des enquêtes et établir donc des rapports. Donc, tout événement d'urgence doit être notifié et signalé. Et le processus d'enquête comprend la notification éventuellement. Après, vous allez pouvoir faire l'enquête approfondie, notamment de la cause. Vous allez documenter et ensuite vous allez mettre donc des actions en place. Donc, que ce soit un exercice de simulation ou un exercice en lui-même, vous devez pouvoir établir donc des plans d'action après. Après, il faut enregistrer. Il faut enregistrer justement pour que ça puisse servir d'analyse qualitative plus tard. Dans le cas de votre dans le cas de l'évaluation de vos performances, donc toutes ces données-là vont permettre justement de pouvoir sortir ce qu'on appelle les analyses qualitatives. Donc, alarme et communication. En cas d'urgence, comment ça doit se passer? Vous avez le déclenchement, après vous avez l'évacuation, le rassemblement et le comptage. Donc, tout employé, normalement, dans le cas de ce plan-là, doit pouvoir déclencher l'alarme. Donc, tout le monde est informé à cela. Ensuite, vous avez l'évacuation. Donc, le personnel doit quitter immédiatement le lieu de la machine. Donc, ça, ce sont les instructions qu'on donne. Donc, dans le cas donc, de comment il faut alarmer. Donc, le rassemblement au point désigné, au point de rassemblement désigné, donc le plus proche généralement. Et le chef d'équipe font le comptage de leur personnel. Le point de rassemblement, la localisation doit être clairement indiquée donc, sur le plan d'installation du site. Les signalisations, notamment donc, des panneaux qui sont visibles, indiquant notamment les points de rassemblement. Vous avez également l'information qu'on doit donner à tout le personnel donc, sur les points de rassemblement et aussi l'accessibilité, donc située dans les zones sûres et faciles d'accès. Le contact de voir comment ça va se passer, donc c'est crucial. Donc, le coordinateur, la responsabilité appartient à qui? Donc, il y a le coordinateur du rassemblement nommé par le responsable, HSE. Donc, en gros, le plus souvent, c'est le chef du chantier ou ça peut être le superviseur, pas de problème. Donc, la vérification de la présence de l'employé en question. Vous avez rapport de résultats au responsable. Vous avez identification immédiate des personnes manquantes. Donc, si une personne manque, automatiquement, on va pouvoir l'identifier. Et tout ça doit pouvoir être reporté directement au responsable, ceux qui à son tour va informer directement la direction du projet. Donc, en ce qui concerne la personne disparue, donc, on va l'identifier. Donc, il détermine l'identité de la personne manquante ou disparue. Et identifier le dernier emplacement connu, très important. Et informer le responsable HEC et l'ensemble de l'équipe d'intervention pour qu'ils puissent se rendre sur le lieu afin d'activer notamment la recherche si nécessaire. Après un incident, vous avez l'évaluation, donc examen approfondi de la zone affectée. Après émission des consignes claires donc, par le contrôleur d'urgence, visite donc, du site par l'encadrement et reprise, autorisation de reprise donc, des activités une fois la sécurité assurée. Formation et exercice d'urgence. Donc, des sessions régulières donc, pour les équipes impliquées donc, dans la procédure d'urgence. Donc, ça peut être à tous les niveaux, comme j'ai dit, vraiment à tous les niveaux.
Ensuite, vous avez l'exercice sur table. L'exercice sur table, ça veut dire que ce n'est pas forcément aller faire un scénario, non. Mais c'est le fait donc d'imaginer donc des simulations, des scénarios théoriques et en faire déjà. Donc, ça permet déjà d'avoir la main avant de partir sur le terrain. Donc, tout ça, c'est possible. Il y a aussi des exercices pratiques que vous devez faire et évaluer. Donc, réunion de post-exercice pour analyser l'efficacité et identifier. Donc, quand on dit formation et exercice d'urgence, c'est tous ces éléments qu'elle doit prendre en compte. Et toutes ces modalités doivent être décrites dans votre plan d'urgence. Donc, instruction générale, dans le cadre d'un plan d'urgence, vous avez alerte, vous avez évacuation, rassemblement et attente. Donc, ça, c'est dans le cadre justement d'une instruction générale. Si vous attendez l'alarme, ok, si vous êtes témoin d'un événement, automatiquement vous signalez immédiatement à tout le monde. Il y a l'alarme, vous attendez, automatiquement vous quittez le lieu de travail, vous partez vous rendre pour un rassemblement le plus proche, vous attendez les instructions. Donc, procédure d'évacuation, il y a qui me demandait de procédure d'évacuation, ça fait partie du plan d'urgence. Vous devez procédure d'évacuation, vous avez alarme, sortie, déplacement et attente. Comment on évacue? Mais après, il y a envoyé un exemple type donc de plan qui peut vous inspirer lorsque vous pouvez mettre en place. Donc, ça, c'est juste une présentation. Ensuite, vous avez procédure en cas de déversement. Vous devez pouvoir décrire cela également. Vous devez pouvoir assurer la sécurité autour donc de déversement, faire un confinement et notifier, et faire aussi le nettoyage éventuellement. D'accord. En cas de catastrophe naturelle aussi, vous devez pouvoir identifier donc, les procédures. Si c'est applicable à votre... si vous avez pu identifier ça lors de votre identification des urgences. Voilà un peu tout ce qui doit presque contenir dans un plan d'urgence interne. Pour mieux apprécier, je vais vous envoyer un exemple type qui pourra vous inspirer pour mettre en place un plan d'urgence. Donc là, on est dans le temps. C'est là qui est monopolisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport au plan d'urgence et surtout quels sont les éléments constitutifs d'un plan d'urgence? Comment on fait pour déterminer les urgences prévisibles? Là, il faut dire que tout ce qui est fait là, c'est synthétique. Notamment pour la détermination des urgences prévisibles. C'est synthétique, mais c'est largement suffisant pour comprendre le principe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, ici, vous avez un exemple de plan d'urgence. OK. Un plan d'urgence simple. Vous avez les niveaux de catégorisation de vos urgences. Qu'est-ce que vous appelez urgence mineure? Qu'est-ce que vous appelez urgence majeure? Vous avez ça. Et dans chaque cas, quelles sont les ressources que vous devez affecter et des exemples. Par exemple, ici, c'est différentes catégories d'urgence en fonction de vos différents sites. Mais comment est-ce qu'on détermine? C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Vous devez pouvoir identifier l'ensemble des équipements sources. Et après, maintenant, vous avez la gestion des interventions d'urgence en tant que telle. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Les enquêtes, rapports, tac, tac. Donc, tout ce que, quand on dit procédure d'urgence, procédure d'évacuation,
peu ça. Après, ceci, il est fait en logigramme. Vous devez pouvoir en logigramme pour faciliter la compréhension. Ensuite, incendie de bureau également. Il y en a. Vous avez urgence médicale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez, en cas de sauvetage d'un espace confiné, vous avez, en cas d'explosion, vous avez, en cas de défaillance donc dans l'usine, vous avez. Donc, tout ça, ce sont des procédures. Hein. Il faut lancer la procédure d'évacuation, il faut compter, il faut déterminer la nécessité des temps, ainsi de suite. Ensuite, vous avez des versements de produits et consorts, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est la procédure. Parce que là, ensuite, vous avez accident donc, de véhicules, comment est-ce qu'il faut faire. Vous avez menace à la bombe, comment est-ce qu'il faut faire. Donc, tout ça, ce sont des procédures. Quand on vous dit, il faut déterminer l'urgence prévisible. Après, il faut déterminer comment on donne l'alarme. Puis après, comment on appelle ça? Les procédures à suivre. C'est ça qui est là. Ça, c'est les procédures à suivre. Ça. Quand on dit procédures ou instructions à suivre. Par exemple, quand il prend une menace à la bombe, vous avez traité sérieusement toutes les alertes à la bombe. Une enquête peut révéler donc, un canular, par exemple. Ça, c'est juste une information. Ensuite, menace téléphonique, rester calme, donc il n'est pas possible de tac, 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 ainsi de suite. Catastrophe naturelle, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, ça peut être dans le cas d'un glissement de terrain, si c'est ce qui est applicable à votre site. Donc, vous devez pouvoir dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la procédure. Ensuite, vous avez inondation, éventuellement, si ça existe dans le cas de votre truc. Souvent, si vous pouvez aller jusqu'aux noyades. Est-ce que s'il y a des risques de noyade, c'est-à-dire si par exemple votre site est à proximité donc d'un cours d'eau, par exemple, donc vous êtes susceptible donc justement de possibilités donc de noyade, vous devez pouvoir en tenir compte également. Ok, donc pour d'évacuation, voilà, donc tout le personnel responsable donc, des sites de chef chantier, donc, tac, tac, chacun a son rôle à jouer. Vous avez en cas de déversement, tac, 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 c'est décliné. Ok. Vous avez procédure donc, de gestion des incendies. Donc ça, c'est en logigramme. Donc tout ce qu'on a vu là-bas, là, un peu en test, c'est ça qui est mis en logigramme pour faciliter justement la compréhension et la communication aussi. C'est simplifié. D'accord. Donc, évacuation sanitaire. Comment est-ce qu'on évacue de façon... oui, question? J'ai juste une préoccupation. Allez-y. Allez-y. Désolé, mais c'est aujourd'hui, j'ai pris la formation en cours. Ok. J'ai vu le lien et puis bon, je me suis connecté. Donc, j'ai suivi la formation. Apparemment, c'est hier, ça a commencé. Oui. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que on peut avoir accès aux documents là, pour ce que vous défilez là, parce que bon, on a suivi, mais il faut qu'on regarde après tout ça là, comment est-ce qu'on fait? Ouais, Ok. est-ce que si vous devez envoyer les documents, est-ce qu'il y a une procédure pour qu'on nous envoie les documents, la documentation pour qu'on puisse regarder aussi? Parce que j'ai vraiment vu le lien, et voilà, je me suis connecté quoi, pour suivre aussi. D'accord. Bon, Il n'y a pas de problème. Il va passer, il n'y a pas de problème. D'accord. Ensuite, Moi, voilà. c'est Koulibaly Nanyota. Ok, monsieur. D'accord. D'accord. Merci bien. Ok. Chanson. De tels documents ont l'avantage de pouvoir déjà avoir une base et aussi pouvoir vous mettre justement dans l'oreille dans le cas de votre activité. Dans tous les cas, ça ne sera pas trop loin de ça. Il faut dire qu'il y a des plans spécifiques aussi qui peuvent accompagner votre plan d'urgence, comme par exemple dans le cadre de sauvetage en espace confiné. Donc, il peut y avoir une procédure type qui accompagne également votre plan d'urgence, ou du moins une ou plusieurs procédures types, hein, d'accord, de façon spécifique. Voilà, donc espace confiné, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, il ne faut pas venir, il n'y a pas de problème.
qu'on a vu là. Attends, donc, très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Sinon, le plan d'urgence va se résumer à ce qu'on vient de voir. Mais ça, c'est un plan d'urgence vraiment très, très simple. Très, 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 très simple. Donc, un plan d'urgence interne. Parce que le plan d'urgence aussi va s'adapter en fonction de l'envergure de notre activité. Donc, je vais vous montrer un aperçu de... là, nous sommes à 38 déjà. Au moment à 2 heures. OK. Question? Non? Très bien. Donc, je vous remercie. Alors, oui, M. Sanogo, allez-y. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir, allez-y. Je vous écoute. En fait, ma question se rapporte un peu à... Bon, c'est une question un peu généraliste. Et, bon, la formation, je la suis depuis hier, mais je ne dirais pas que j'ai suivi à 100% parce que je suis chantier actuellement. Et OK, d'accord. j'écoute et puis souvent je regarde le document. Mais le cours est tellement enrichissant, j'aimerais savoir, est-ce que sur un site où il n'y a pas eu d'évaluation des risques, bon, où il n'y a pas de documentation, HSE véritablement existant, est-ce qu'on peut se permettre de rédiger un plan d'urgence comme ça? Comme un exercice quoi, pour s'entraîner, on ne sait jamais. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a vu, je regarde et puis je vois les grands titres, mais le contenu là, comment est-ce qu'on peut procéder pour rédiger le contenu? Ou bien est-ce qu'il y a un apport extérieur pour pouvoir rédiger le plan du... Bon, OK. C'est un peu, je suis en train de dire. En fait, le plan d'urgence va être demandé dans plusieurs contextes. Soit au vu de la nature de votre installation ou de votre projet, il y a déjà, vous pouvez être soumis à une réglementation à la matière. Et donc, cette réglementation peut vous demander, par exemple, un plan d'urgence. Ça peut être un plan d'urgence interne, peut-être un plan, comment on appelle ça? Ça peut être un plan d'opération interne, et j'en passe, en fonction notamment de votre site. OK? Maintenant, il peut arriver que dans le cas de votre projet même, il y a le marché, donc il y a le contrat qui vous lie avec votre bailleur. Et à l'intérieur, on vous demande donc d'établir un plan d'urgence au vu de l'importance des risques éventuellement, notamment par rapport à ce projet-là. On peut vous demander. Et on peut aussi ne pas vous demander cela, mais on va vous demander par exemple simplement un plan de prévention. Dans le plan de prévention, à l'intérieur, on va aussi avoir un certain nombre de choses ici. Donc, le plan de prévention va prendre en compte l'ensemble des risques auxquels vous êtes confrontés sur votre chantier. Parmi ces risques-là, il y a tous ceux potentiellement dont on vient de voir. Parce qu'il y a l'urgence médicale, c'est-à-dire quelqu'un a un malaise sur le chantier, ça va nécessiter une évacuation sanitaire, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un a un malaise suite à un accident. Ça peut être des incendies, ça peut être des explosions, ça peut être ainsi de suite.
Donc, en gros, le plus important dans un plan d'urgence, parce que souvent ce sont donc le gros, le plus important aussi dans un plan d'urgence, ce sont des procédures. Oh là là. C'est déjà la prise en compte. C'est la prise en compte déjà de l'ensemble des urgences. Déjà, en fait, c'est deux la prise en compte de l'urgence et comment est-ce qu'il faut réagir lorsque l'urgence survient. C'est ça le plus important. Et donc, si par exemple dans votre plan, je sais n'importe quoi, dans votre plan, en général, donc dans le plan dans le PHS ou donc dans le plan hygiène santé sécurité ou dans le PPSPS, par exemple, donc on peut vous demander, le plus souvent, ce sont les instructions que vous allez donner. Ce sont les instructions que vous allez établir, notamment dans le cadre de votre, comment on appelle ça? De votre projet. Ça veut dire, les instructions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas d'accident, d'accord? On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En cas d'incendie, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En cas comment on appelle ça? D'électrocution, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça, on les appelle les instructions d'urgence, si tu veux. Ce sont des instructions qu'on donne afin de pouvoir. Voilà. Maintenant, sur ton chantier, si par exemple, on n'a pas demandé, forcément, on a demandé un plan qui peut être c'est pas PHS, PGS ou l'SPS. Tu vois, chantier, c'est quel chantier et puis qu'est-ce qu'on vous a demandé, enfin, qu'est-ce que vous mettez en département? Là, bah, même hier, je me renseignais encore. Je n'ai absolument rien obtenu, aucun document qui a été demandé, rien du tout. Et pratiquement, il y a 2 mois maintenant. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi? Comme je voulais passer à la rédaction. Ça dépend du niveau de. Mon propre bien, voilà. Ma propre ouverture, je voulais essayer de rédiger certaines choses pour pouvoir garder. Bon. Voilà. Il faut dire que le plan d'urgence, là, ça ne remplace pas, par exemple, le PGS ou le PHS. Par contre, on peut intégrer ça dans le PHS. On peut intégrer, si on veut. Il suffit juste que vous mettez une rubrique de gestion des urgences. Est-ce que c'est possible de vous contacter après? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter. D'accord, très bien. Donc, merci de votre participation. Et demain, on va passer en revue très rapidement comment on appelle ça, un POI, comment ça s'est structuré et qu'est-ce qui est demandé, quel est le rôle et la responsabilité de chacun. Ça, on va voir ça. Ça va mettre fin à notre entretien. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.